Merci de nous rejoindre pour ce webinaire du mois de décembre en compagnie d'Isabelle Galichon, avec qui on va parler médecine narrative et expérience patient. Euh, Traditionnellement, dans nos webinaires, je prends quand même une petite minute ou deux pour euh, échanger et présenter l'expérience patient et l'Institut français de l'expérience patient à ceux qui ne le connaissent pas. Donc, cette édition n'échappera pas à la règle. Donc, je vais prendre une petite seconde pour vous parler de l'IFEP, que beaucoup d'entre vous connaissez, mais c'est quand même important pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois de le découvrir. Alors, l'IFEP, c'est cette structure qui existe depuis maintenant bientôt 9 ans et qui se consacre à ce seul thème, celui de l'expérience patient. Euh, L'IFEP a, on va dire, si on fait simple, trois missions principales, celle de concourir au développement de la connaissance sur l'expérience patient. Donc, comme on le fait aujourd'hui en explorant des champs connexes comme celui de la médecine narrative, ou quand on développe une enquête comme celle du baromètre de l'expérience patient, bah, quelque part on concourt à éclaircir les choses, à documenter ce en quoi l'expérience patient est un sujet. Donc, c'est vraiment un des fondamentaux de notre mission. Un deuxième champ d'action de l'IFEP, c'est l'accompagnement et la formation des professionnels et des structures qui cherchent à déployer ou à développer des approches concrètes d'amélioration de l'expérience des usagers, que ce soit dans le secteur sanitaire, dans le secteur médico-social, dans les prises en charge à domicile ou en ville. Donc voilà, on souhaite avoir une influence concrète sur ce qui se fait aux côtés des professionnels sur le sujet. Et enfin, troisième mission, celle d'animer une communauté, de favoriser le partage de pratiques et de faire en sorte que l'expérience patient soit à l'agenda autant que possible de tous les acteurs de santé. Et donc, dans une certaine mesure, ce webinaire y contribue. C'est pour ça qu'on est très heureux d'accueillir Isabelle Galichon, qu'on connaît un petit peu à l'IFEP maintenant. Isabelle Galichon, qui était déjà présente au cours de notre dernière journée annuelle de l'expérience patient au mois de juin, et donc qu'on retrouve aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'intersection de la médecine narrative et de l'expérience patient. Donc vraiment, un grand merci Isabelle d'être parmi nous aujourd'hui. Et je sais que ça suscite beaucoup de questions, donc je vais vous donner la parole pour vous présenter et tout de suite après pour nous parler de ce sujet de la médecine narrative. Merci Isabelle. Merci Amma pour effectivement pour cette nouvelle invitation et je garde un excellent souvenir de cette journée de juin qui avait un format un peu différent de ce que je vais vous proposer aujourd'hui parce que en juin on a expérimenté en fait la médecine narrative. Aujourd'hui je vais davantage peut-être poser quelques notions et essayer en fait de situer la médecine narrative dans on l'évoquait juste avant de prendre l'antenne. Euh, Combien en fait ce champ de la narrativité dans le soin est vaste, hein, et en fait la médecine narrative est un espace dans lequel on explore effectivement la narrativité dans le champ. Alors peut-être que la petite particularité, c'est que déjà je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignante, je ne suis pas voilà, je suis littéraire. Et ça c'est tout de même un point particulier. Donc littéraire effectivement et je suis co-titulaire donc de cette nouvelle chaire qui a été lancée il y a maintenant un an en 2023, chaire donc médecine narrative hospitalité en santé qui se trouve à Bordeaux et j'y reviendrai, hein, j'évoquerai ce nouvel espace de programme de médecine narrative qu'on peut trouver donc à Bordeaux à la fois côté CHU et côté université de Bordeaux. Euh,
Donc, avec cette casquette un peu particulière de docteur en littérature, je vous propose d'aller explorer, oui, effectivement, ensemble, ce qu'est la médecine narrative dans ce champ de la narrativité en santé. Champ de la narrativité en santé, en fait, qui a été développé depuis cette seconde moitié, enfin la seconde moitié du XXe siècle, et qui peut aller eh bien, à la fois vers le champ des études des récits de maladies, donc qui est un champ à part entière, mais qui peut aussi aller vers ce qu'on appelle la médecine fondée sur les récits. Donc là, pour le coup, on est sur une approche clinique qui s'inspire donc des approches narratives. On peut aller aussi vers les approches des thérapies narratives. Donc, vous voyez, c'est un champ qui est assez immense et la médecine narrative va aller explorer une petite portion de ce champ. Donc, médecine narrative et expérience patient, comment avancer ensemble, hein? Parce qu'on peut imaginer eh bien, que l'expérience patient est au cœur de la médecine narrative, certainement. Et ça, c'est évident, on va le voir ensemble. Mais je pense qu'on peut encore imaginer des rapprochements et peut-être que c'est aussi ce qu'on pourra explorer ensemble. Alors, je vais commencer par une petite précision sémantique, puisque vous proposiez sur les réseaux sociaux un petit sondage pour savoir eh bien, quelle définition on pouvait imaginer derrière cette appellation un peu énigmatique et peut-être problématique aussi. Et donc, je voudrais préciser avec vous, eh bien, avant toute chose, ce que n'est pas la médecine narrative, hein. Et ça me semble important. Premièrement, en fait, évidemment, les patients sont les ultimes bénéficiaires, et j'aurais envie de dire premiers et ultimes de la médecine narrative. Mais en l'occurrence, ce qui est particulier, c'est que la médecine narrative, elle s'adresse aux soignants et au personnel de santé. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, la médecine narrative ne concerne pas que les médecins, même si elle s'appelle médecine narrative. Elle concerne l'ensemble des personnels de santé et professionnels de santé et personnel hospitalier. La médecine narrative ne guérit pas par le récit. On pourrait imaginer que une médecine narrative, eh bien, ce serait une médecine qui serait thérapeutique et qui guérirait par le récit. Non, c'est absolument pas ça. Il existe effectivement, et je l'ai évoqué à l'instant, des approches narratives, en l'occurrence des thérapies narratives, qui cherchent effectivement par la mise en récit à apporter une forme de soin et de thérapeutique. Ça n'est pas du tout le cas de la médecine narrative. Et enfin, la médecine narrative ne s'intéresse pas qu'à la narrativité, ça aussi. Donc, vous voyez combien cette question de l'appellation médecine narrative, en fait, eh bien, est un peu à déminer en quelque sorte, puisqu'il s'agit de prendre en compte tout ce qu'elle n'est pas avant même d'essayer de s'en approcher. Puisque la médecine narrative ne s'intéresse pas uniquement au récit, elle s'approche, elle s'intéresse plus largement, plus globalement, en fait, à tout l'intérêt en fait que la littérature et les études littéraires vont porter à la langue, hein. Et donc, je vais y revenir aussi. Alors, on va, après avoir vu ce que n'était pas la médecine narrative, qu'est-ce qu'elle est? Donc, déjà préciser que c'est une approche qui est relativement récente, puisqu'en fait, la première occurrence du terme narrative medicine, on la trouve dans le JAMA, le Journal of American Medical Association, sous la plume donc, de Rita Sharon. Rita Sharon, qui est professeure de médecine interne, et c'est donc en 2001. Donc, vous voyez, une petite vingtaine d'années que la chose existe, j'aurais envie de dire, et qu'elle va se déployer eh bien, petit à petit sous la forme d'une discipline à la fois clinique et académique. Et Rita Sharon nous dit qu'en fait, que c'est une médecine qui va être fondée sur l'écoute des récits, donc ça c'est important, et qui va être capable de rendre hommage aux patients. Donc vous voyez que là, on franchit une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'écouter les histoires que le patient apporte, ça c'est essentiel, mais il va falloir aller au-delà jusqu'au point de pouvoir rendre hommage aux patients. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre derrière cette appellation, derrière ces mots, hein, rendre hommage aux patients? Eh bien, il s'agit en quelque sorte de faire en sorte que le soignant devienne le témoin du témoin, hein. Et ça,
On mobilise ici toute une réflexion qui a été mise en place dans le champ des études sur le témoignage. L'enjeu, en fait, si on veut qu'un témoignage soit entendu, réussisse en quelque sorte, eh bien, il faut adopter à la fois une certaine posture et une certaine écoute. Donc, il ne s'agit pas de n'importe quelle écoute mais qu'il s'agit de mobiliser ici en médecine narrative, mais une écoute qui sera à la fois eh bien, profonde et précise. Je pourrais y revenir par la suite. Donc, une médecine fondée sur l'écoute des récits, capable de rendre hommage aux patients qui supportent la maladie, et capable aussi, et c'est ça qui est intéressant, d'enrichir les médecins qui les soignent, hein. Donc, on réinvestit ici la relation de soin. Le soin ne peut pas être pensé si on nommait évidemment le patient qui est derrière la maladie, mais si on nommait aussi le fait qu'il y a un soignant, hein, qui est une personne. Donc, je l'évoquais, la médecine narrative, c'est une discipline clinique et académique, hein. Donc, ça s'enseigne à l'université. Alors, c'est très répandu aux États-Unis, puisque ça s'est développé, c'est une discipline donc, qui s'est développée autour d'une équipe pluridisciplinaire à Columbia University, donc fin des années 2000, fin du 20e et début du 21e siècle, dans le contexte donc, des humanités en santé. Donc, c'est une discipline académique puisque on mobilise eh bien, des travaux de recherche, mais aussi des outils pédagogiques. Et elle s'inscrit aussi sur le terrain clinique puisque l'enjeu, c'est de proposer donc aux soignants de se transformer pour adopter une autre posture dans le soin. Donc, deux axes principaux. On va, grâce à l'approche de la médecine narrative, ouvrir un espace de réflexion et de création pour les personnels hospitaliers, les personnels soignants, mais aussi développer des compétences relationnelles à partir de pratiques littéraires collectives. Alors, des études ont été menées, hein, et je vous transmettrai les références de toutes ces données. En fait, on a mis en évidence le fait que en accompagnant les soignants et les personnels hospitaliers à partir de la méthodologie de la médecine narrative, eh bien, on réduisait le burn-out déjà. Donc, réduction d'une souffrance psychique, mais aussi diminution d'une souffrance morale, hein, qui a été beaucoup étudiée au Québec. C'est-à-dire que par la mise en place donc, d'ateliers de médecine narrative, on ouvre un espace qui va permettre aux soignants eh bien, de développer une réflexion personnelle sur les valeurs qui les structurent et qui comptent pour eux. Et on sait combien, par exemple, dans le cadre eh bien, de la crise sanitaire, les soignants ont été mis à rude épreuve et ont dû soigner eh bien, dans des circonstances, des conditions qui n'étaient pas forcément eh bien, des conditions de pratique du soin habituelles. Et ça a suscité, on le sait aussi, eh bien une lourde souffrance morale. Donc, développer, deuxième axe, donc des compétences relationnelles à partir de pratiques littéraires collectives, eh bien, on va mettre en place, donc, à partir on le reverra par la suite, de pratiques de lecture, mais aussi d'écriture, eh bien, on va développer l'attention, une écoute profonde, et puis des compétences réflexives. Et là, les études mettent en évidence le fait que, eh bien, les soignants développe une meilleure tolérance à l'incertitude et à l'ambiguïté, et puis développe aussi de meilleures qualités de communication, à la fois au niveau du fonctionnement des équipes, mais évidemment aussi dans le cadre de la relation de soins. Donc la médecine narrative, elle s'inscrit, vous voyez, à un double niveau, ou tout du moins elle relève d'une double intention. Ça va être donc première intention d'accompagner les personnels hospitaliers pour prendre soin d'eux-mêmes. Et puis deuxième intention, donc former ces personnels hospitaliers à des compétences relationnelles qu'on appelle plus précisément donc des compétences narratives. Ce qui veut dire que
si on essaie de schématiser en fait l'action de la médecine narrative dans le contexte, dans un contexte hospitalier, et si on prend en compte à la fois un axe qui va du soin dans le sens de la sollicitude, qu'on appelle plus communément le care, et vers un soin plus thérapeutique, donc axe qui va croiser une autre dimension qui va d'une dimension politique vers une dimension éthique, eh bien, on voit que en travaillant à partir d'un groupe de personnel hospitalier, de soignants, mais c'est aussi ce sont des personnels administratifs. En fait, l'enjeu, c'est vraiment d'aller vers une sensibilisation et une acculturation en fait des personnels hospitaliers. Donc vraiment, ce sont des groupes pluriprofessionnels. Eh bien, on va travailler dans un premier temps sur un prendre soin de soi qui va nous permettre en même temps, comme on l'a vu dans le cadre de la médecine narrative, eh bien, de développer des qualités, des compétences relationnelles de façon à améliorer un prendre soin de la relation de soin. Et ces effets-là, eh bien, le fait de travailler à la fois sur un prendre soin de soi qui est, même si ça ne va pas de soi quand on y pense, eh bien, qui relève en fait d'une approche politique. Et là, je me réfère aux travaux de Michel Foucault, hein, les derniers travaux de Michel Foucault sur les pratiques de soi, dans lesquels il met en évidence le fait que on ne peut, en fait, il s'appuie sur l'Alcibiade de Platon, on ne peut en fait gouverner les autres que si on se gouverne soi-même. On ne peut prendre soin de soi que si on ne peut prendre soin des autres que si on sait prendre soin de soi. Eh bien, ces pratiques de soi sont des pratiques politiques en fait. Donc, cette première dimension en fait de la médecine narrative, se prendre soin de soi, s'inscrit non seulement effectivement dans le cadre d'un soin éthique porté à soi-même, mais aussi d'un positionnement politique sur lequel va réfléchir en fait le soignant et l'ensemble des personnels hospitaliers. Deuxième dimension qui va donc davantage relever d'une approche du care et d'une approche éthique, c'est le développement de compétences qui vont permettre en fait une meilleure prise en soin. Et par le fait même de mieux prendre en soin un patient, eh bien, on va améliorer la qualité des services de santé. Et là, on se situe donc sur le troisième quart, qui va relever donc d'une approche du cure, hein, du fait de guérir, et d'une dimension éthique. Et en améliorant la qualité des services de santé, mais aussi en favorisant une meilleure qualité des relations de soins qui incorporent aussi la communauté des soignants, eh bien, on va prendre soin de l'institution. Donc, on voit bien que cette méthodologie que je vais définir par la suite, eh bien, en fait, permet de s'intéresser de l'individu soignant personnel hospitalier et par porosité, en fait, on va travailler sur une autre appréhension du soin et donc favoriser en fait une amélioration de l'institution, ou j'ai envie de dire jusqu'à l'institution. Donc un atelier de médecine narrative, comment ça se passe? Donc, on réunit une quinzaine de personnes, soignants, mais aussi personnel administratif, mais aussi toute personne, en fait, travaillant dans le champ de la santé et en milieu hospitalier, accompagnés donc par un binôme littéraire et soignant. Et pendant 2 heures, généralement 2 heures, eh bien, on va travailler à partir de pratiques littéraires, à partir de supports littéraires et en mobilisant des savoirs littéraires. Donc, vous voyez, ça c'est assez intéressant parce que cette approche hein, qui va viser à accompagner la transformation des personnels de santé, eh bien, elle va passer par une méthodologie qui va vraiment tirer ses fondements des études littéraires et de la littérature. Donc, on va, et ça c'est un choix essentiel, parce que ça implique en fait qu'on prend en compte eh bien, la dimension esthétique
hein, que va porter un texte littéraire. Si on va chercher un texte littéraire, si on va s'intéresser à des pratiques, aux pratiques de la littérature, eh bien, ça veut dire que, eh bien, il y a une reconnaissance dans ces pratiques et dans ces supports, eh bien, d'une forme d'empowerment, en quelque sorte, qu'on peut trouver dans des pratiques artistiques et dans des supports artistiques. Voilà. J'ouvre une parenthèse sur le fait que Rita Sharon, que j'évoquais tout à l'heure, professeure de médecine interne, est aussi docteur en littérature. C'est-à-dire qu'elle est allée chercher euh, du côté des littéraires, mais elle est allée aussi se former en littérature pour développer cette approche, hein. Donc, premier temps de l'atelier, eh bien, c'est un temps qui va être dédié à la lecture d'un texte littéraire, et on va utiliser ici une méthode qu'on appelle la méthode du close reading, c'est-à-dire qu'on va aller travailler petit à petit ce texte en profondeur. On va partir des réactions, des sensations, des émotions que cela va susciter chez les lecteurs pour petit à petit aller en profondeur sur le sens des mots, sur le sens sur les sens qui vont se croiser et les interprétations des uns et des autres qui vont enrichir le texte. Deuxième temps, un temps d'écriture, donc des consignes d'écriture qui vont être conçues à l'ombre du texte, c'est-à-dire que l'expérience de la lecture du texte, eh bien, va évidemment entrer en résonance avec l'expérience personnelle du participant, et le travail d'écriture va prolonger en fait le travail de la lecture. Ce sont des consignes d'écriture qui sont créatives et ou réflexives. Mais généralement, les deux sont associés. Et ce qui est important ici, c'est que vous voyez qu'on ne part pas des émotions et des témoignages bruts des personnes, des participants, des personnels soignants, des personnels hospitaliers. On fait le détour par les émotions esthétiques qui vont être mobilisées dans le cadre du texte qu'on aura lu. Et à partir de cette lecture, eh bien, les participants vont pouvoir explorer à partir d'une consigne, eh bien, ils vont pouvoir réinvestir une expérience personnelle qui résonnera avec le texte. Et enfin, le dernier temps de l'atelier, eh bien, c'est un temps d'échange sur les textes qui auront été écrits. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les uns et les autres vont enrichir leur lecture de façon à contribuer à un enrichissement du sens, hein. C'est-à-dire qu'une personne qui va lire le texte qu'elle aura écrit, eh bien, pourra découvrir à l'aune de la lecture d'un des participants, eh bien, un sens ou des éléments qu'elle n'avait pas vus elle-même au moment de l'écriture. Ce qui est essentiel ici, dans ce troisième temps, qui est le temps d'affiliation qui suit le temps donc, de l'attention et du travail de l'attention et du travail de la représentation, eh bien, c'est de voir comment se met en place dans la dynamique du groupe un travail de co-création. Et ce temps-là, il est absolument essentiel puisqu'il s'agit après pour le soignant, eh bien, de le réinvestir dans le cadre de la relation de soins. Puisque, en l'occurrence, eh bien, l'enjeu, c'est bien d'accompagner le soignant vers un travail de co-construction du parcours du soin avec le patient. Donc là, on met en œuvre à travers cette méthodologie-là, eh bien, la possibilité de l'accompagner vers une autre conception du soin, ou en tout cas de la relation de soin, mais aussi la possibilité de voir combien, eh bien, le travail d'interprétation et le travail de création, eh bien, est essentiel dans la mise en place de la relation de soin. Euh, Est-ce, alors, est-ce qu'Isabelle, on ouais, peut revenir à la slide d'avant qui a suscité beaucoup de questions, d'accord. parce que c'est une partie très concrète là. C'est vrai que moi je Ouais. vous ai demandé d'écrire en fait de façon concrète comment se passait ce travail d'atelier Mm. de médecine narrative. Et là, ce qu'on voit dans les questions, c'est par exemple, est-ce que les ateliers sont mixtes, soignants et patients?
Alors, bonne question. Déjà, point important, ce sont des ateliers donc interservices, hein. Donc, jamais enfin, on évite en tout cas d'associer des soignants, les personnels donc d'un même service. Donc, il faut que ce soit interservice mais aussi interprofessionnel. Ça, c'est important aussi de mélanger les différentes professions des services. Est-ce qu'il y a des patients? Alors, non, les patients ne sont pas associés. Bonne question. Ok. Alors, c'est inter-service, mais pas avec des patients. Pas avec des patients. Est-ce qu'il y a une contre-indication? En quoi ça perturberait? Enfin, j'imagine que c'était ça qui était le sous-jacent de la question posée. Alors, ce sont des questions qui sont très importantes et très intéressantes, en tout cas dans le contexte, enfin dans l'actualité de la chaire sur laquelle je vais revenir. On a mis en place cette année un webinaire de recherche dans lequel on explore d'un point de vue théorique la mise en place, le développement d'ateliers de médecine narrative avec et pour les patients. Mais dans l'immédiat, en fait, il existe une méthodologie qui a été éprouvée, expérimentée, qui a été soumise à évaluation, qui a fait l'objet de différents articles dans différents contextes lors de différents programmes. Et cette méthodologie, hein, enfin, la méthodologie à laquelle je me réfère, qui est en l'occurrence celle de Columbia, mais d'où est partie vraiment la médecine narrative, eh bien, c'est une méthodologie qui ne réunit que des patients, que des soignants, pardon, beau lapsus, que Ah des bon, soignants. Ouais. que des soignants. Et puis, il y avait une autre question qui portait sur, puisque on recourt au support littéraire, est-ce que le choix de ces supports ont une importance? Le genre, par exemple, j'imagine que poésie, roman, BD, c'est pas tout à fait la même chose. Mhm. Euh, donc, est-ce qu'il y a des textes, des recommandations de textes qui sont lus en priorité? Alors, on travaille sur différents genres en fait. J'aurais envie de dire que ça dépend de l'objectif qu'on va se poser en termes d'objectifs pédagogiques en fait. Mais on travaille sur effectivement de la poésie, sur des récits de soi, sur de la fiction, du roman, sur de la BD. Mais on travaille aussi sur des extraits de cinéma. D'accord, des extraits de films, pardon, et puis sur des tableaux, sur voilà, des statues. Et à Bordeaux, on développe en fait des ateliers de médecine narrative au musée, c'est-à-dire qu'on va au musée avec des groupes de soignants en formation initiale, en formation continue, et avec les médiateurs, médiatrices des musées on propose des ateliers de médecine narrative. On reprend la méthodologie, premier temps de lecture, deuxième temps d'écriture, partage des textes, à partir de la lecture d'une œuvre in situ au musée. Voilà. Et ça va un peu dans ce qu'on appelle, dans ce qui se développe à la fois en France, mais surtout au Québec, la muséothérapie. Alors là, ici, il ne s'agit pas de muséothérapie, puisque là, vous l'avez bien compris, les ateliers de médecine narrative, on est du côté des soignants, mais ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le Caring Museum, le musée comme lieu de soins. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que le fait de sortir les soignants et de leur proposer un autre espace, dans cet espace particulier qui est un atelier de médecine narrative, à partir d'une méthodologie qui implique un décentrement avec des supports littéraires, eh bien, est évidemment très fertile, hein. On a vraiment des résultats très intéressants. Et une part de ce décentrement dont vous parlez euh, vient aussi du fait que, au-delà d'aller sur des œuvres littéraires, elles ne portent pas nécessairement sur des enjeux de santé. C'est-à-dire que les œuvres littéraires, elles peuvent parler de toutes sortes de sujets et pas de la maladie, de la santé, etc. Elles peuvent parler. Mais j'aurais envie de vous dire qu'on fait toujours notre... Alors, quand je commence une séance sur la médecine narrative, souvent je pointe le fait que nous sommes des êtres narratifs. Si on regarde par exemple les travaux du neuroscientifique
Lionel Nakache, on sait que notre cerveau fonctionne sur la base de l'interprétation, c'est-à-dire que toute stimulation, toute information est interprétée de façon voilà, systématique. Donc j'aurais envie de vous dire que nous fonctionnons dans le cadre d'une culture interprétative, hein, on est des êtres d'interprétation et on fait assez facilement des liens. Par exemple, pour travailler avec un groupe d'étudiants en sciences infirmières, eh bien, on a travaillé dans le cadre d'une exposition qui réunissait des œuvres à protocole. Et l'enjeu, ça a été de travailler, eh bien, comment est-ce que le protocole en art pouvait être pensé, ou plus exactement, le protocole en santé pouvait être aussi pensé à l'aune du protocole en art. Donc, même si les œuvres sur lesquelles on travaille ne portent pas, ne relèvent pas d'un thème en lien avec la santé et le soin, eh bien, on peut toujours mobiliser un regard éthique qui va permettre d'enrichir en fait ce travail-là avec les soignants. Voilà. Ok. Merci. Alors, la chair, rapidement, parce que je pourrais répondre après à des questions plus précises, mais donc l'intérêt de cette chaire, c'est qu'elle est coportée, hein, c'est-à-dire on travaille à la fois avec l'Université de Bordeaux et le centre et le CHU de Bordeaux, ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment une approche transverse, hein. On va de la formation initiale à la formation continue, en passant par un terrain hospitalier et en mobilisant évidemment des équipes de recherche, aussi bien recherche clinique que recherche universitaire. C'était ça en fait l'enjeu de cette chaire et de ce programme qui est donc coporté avec la spécificité d'être accompagné par la chaire de philosophie à l'hôpital, puisqu'on est une antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital de Cynthia Fleury, donc du GHU Paris Neurosciences, et en intégrant au mieux un triple partenariat patient, aidant, soignant. Alors, si on s'intéresse plus précisément à ce qui est l'objet le sujet de cette séance, si on part du principe que la médecine narrative vise à remettre l'histoire du patient au cœur de la relation de soins, eh bien, il s'agit donc de considérer l'expérience dans le soin à la fois comme une expérience vécue en première personne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça implique, tout à l'heure, je l'ai dit hein, précédemment, mais ça implique à la fois eh bien, que au moins deux personnes sont mobilisées, à la fois un soignant et un patient, et vivre une expérience en première personne, eh bien, implique de développer une autre forme de connaissance. Et ce que c'est une connaissance qu'on pourrait appeler avec Bruno Latour d'une connaissance de l'intérieur, hein, que lui appelle inside. Et ça, c'est essentiel parce qu'on a une autre compréhension de la réalité. Lorsqu'on parle des déterminants sociaux de santé, hein, on sait très bien, et en fait, j'évoque ce sujet parce qu'on sort d'une étude qu'on a menée en collaboration avec une pédiatre de Columbia sur les déterminants sociaux de santé dans le cadre du pôle de pédiatrie du CHU de Bordeaux. Eh bien, on voit déjà que cette notion de déterminants sociaux de santé, si elle fait partie de l'environnement hein, du soignant, elle n'est pas forcément clairement identifiée et ils ne savent pas forcément non plus comment la mobiliser. En travaillant à partir de la médecine narrative, c'est-à-dire en travaillant à partir d'ateliers où on va s'intéresser à cette question des déterminants sociaux de santé, eh bien, les soignants vont avoir une compréhension de cette notion-là, mais à l'aune, eh bien, de personnes qui vont, enfin, de personnages qui vont expérimenter eh bien, les conséquences d'une mauvaise prise en compte des déterminants sociaux de santé dans le cadre d'une relation de soins dans un texte. Ils vont pouvoir eux-mêmes développer une réflexion personnelle et puis ils vont s'appuyer sur eh bien, une dimension sensible. C'est le deuxième point. Puisque, en fait, prendre en compte l'expérience dans le soin, c'est prendre en compte le fait que toute expérience est une expérience sensible et qu'elle implique aussi un engagement eh bien, émotionnel de la part du soignant et de la part du patient. Alors, un engagement émotionnel qui est très vaste, hein, ça ne relève pas uniquement des sensations et des émotions, hein,
Ça, c'est un aspect, c'est évidemment important. Mais cette dimension aussi émotionnelle, elle implique toute une dimension éthique qui relève eh bien, d'une rencontre esthétique. Hein. Et c'est pour ça que, en fait, mobiliser des supports artistiques pour travailler des questions éthiques, eh bien, c'est essentiel parce que ça nous positionne d'emblée sur un terrain politique. Troisième point, prendre en compte donc l'histoire du patient et accorder une importance à l'expérience dans le soin, eh bien, implique le fait que l'expérience du patient devient une épreuve. Et ce n'est pas un terme anodin, c'est-à-dire que l'expérience du patient, ça ne sera plus simplement l'exposé de signes, de symptômes, ça va être aussi la possibilité de reconnaître une souffrance et une souffrance qui sera éthique, psychique et esthétique. Donc, troisième point important, donc la reconnaissance de l'épreuve dans le cadre de la relation de soins. Si bien qu'on pourrait dire en fait que la médecine narrative, c'est une médecine fondée sur les plus loin preuves, mais aussi sur la prise en compte et une attention portée à l'épreuve. Et ça, c'est essentiel, puisqu'on le sait, eh bien, faire face à l'expérience d'une maladie, c'est faire face à une épreuve, c'est une rupture dans l'existence. Et enfin, quatrième point, si on accorde une importance à l'expérience dans la relation de soins, c'est aussi la possibilité d'en tirer un savoir expérientiel. Hein. Donc d'en tirer une autre forme de connaissance. Et là, je regarde du côté de Canguilhem, hein, qui a dit combien, en fait, le patient disposait d'une connaissance qu'il s'agissait de faire valoir. Donc, la médecine narrative et l'expérience patient, elle va se déployer en fait sur 4 terrains. Elle va pouvoir se déployer sur 4 terrains. Un terrain pédagogique, hein, où on va développer des compétences narratives. Donc, au niveau de la formation initiale et formation continue auprès des soignants, mais aussi au niveau de l'éducation thérapeutique des patients. Et par exemple, à Montréal, dans le cadre de la faculté de médecine, eh bien, les soignants, enfin les futurs soignants, donc les étudiants en fac de médecine, ont un enseignement sur l'éthique clinique qui s'inspire uniquement de la méthodologie de la médecine narrative et qui est pris en charge par les patients partenaires. Donc ça, c'est un point important. Donc à la fois outil d'éducation thérapeutique auprès des soignants, mais aussi auprès des patients. Terrain de santé, deuxième terrain, c'est le terrain donc de santé publique. Et là, on va pouvoir produire à partir de cette méthodologie d'autres formes de connaissances, mais aussi susciter des prises de conscience. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en référence aux déterminants sociaux de santé. Hein, comment est-ce que les soignants vont pouvoir eh bien, prendre conscience de certains biais, mais ça va être aussi la possibilité de développer eh bien, des ateliers qui vont permettre en fait de susciter eh bien, une réflexion sur certains problèmes hein, de santé publique. Troisième terrain, c'est le terrain de la démocratie en santé. Et on va ouvrir, grâce donc à ces ateliers de médecine narrative, la possibilité enfin de mettre en place donc un espace de dialogue et de travail communautaire. Ça, on a commencé à le mettre en place, et je pourrais y revenir dessus, dans le cadre donc de la chaire, puisqu'on a mis en place des ateliers donc au musée qui vont réunir des patients, des aidants, des soignants et des étudiants en sciences de santé. Et c'est un travail qui est vraiment fécond. L'enjeu était de penser, de travailler sur un nouvel imaginaire de l'hôpital. Et on voit combien, mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, eh bien, ce déplacement physique, intellectuel au musée est déjà très fertile. Mais en plus, on voit comment eh bien, ces déplacements, en fait, favorisent le développement d'un dialogue bien plus aisé, bien plus fluide. Et enfin, quatrième terrain, c'est le terrain clinique, hein, puisque l'enjeu, c'est aussi de participer donc, à la relation de soins. Et donc on accompagne les soignants, on développe donc une éducation thérapeutique des patients vers les soignants. Et puis, on développe donc des projets en humanité en santé, donc qui portent sur la relation de soins.
Et je n'ai pas mentionné le quatrième, quatrième sous-point qui serait donc le développement d'ateliers de médecine narrative directement destinés aux patients et avec les patients. Et c'est ce qu'on étudie actuellement donc dans le cadre de ce webinaire de recherche qui va se déployer en fait sur 2 ans. Une première année donc de phase de diagnostic. Qu'est-ce qui a déjà été mené en termes de médecine narrative pour et avec les patients? Parce que par exemple à Nice, ils travaillent beaucoup avec les patients en mobilisant les patients directement au sein de la démarche. Donc, un état des lieux cette année, et puis l'année prochaine, eh bien, développement d'une réflexion théorique, poser un cadre, des intentions pour ensuite eh bien, écrire un article collectif pour rendre en compte de cette recherche. Voilà où nous en sommes actuellement, nous, à Bordeaux, et, euh, et je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Isabelle, et je ne doute pas qu'il va y avoir des questions parce que euh, par rapport à la moyenne de nos webinaires pour ces fins de journée, le niveau de concentration requis est assez élevé. Ah, Il y a beaucoup de notions avec lesquelles je pense plusieurs de nos participants ne sont pas toujours familiers, moi y compris. Et peut-être même avant de leur donner la parole, j'aimerais bien qu'on revienne sur la première diapositive sur laquelle il y avait médecine narrative et expérience patient, parce que dedans, dans cette diapositive, était exposée une question de... Alors, si on revient, ouais, juste celle-ci, oui, euh, sur l'expérience vécue à la première personne. Non, non, on y était. ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, oui, ce qui a été évoqué, c'était en quoi cela donnait une meilleure compréhension des déterminants sociaux de l'intérieur. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce qu'on parle, Mhm. j'imagine, enfin c'est ce que je comprends, d'une compétence que les soignants vont acquérir en se basant sur l'expérience vécue par les personnes et voilà, de votre expérience, par quel cheminement on va de l'expérience vécue à cette meilleure compréhension des déterminants sociaux de santé, qui est une notion beaucoup plus vaste en fait. Ouais, ah ben, tout simplement parce que si on entraîne les soignants à l'écoute et si on les entraîne à une interprétation, à comprendre le fait même enfin, de ce qu'est une interprétation, parce qu'on sait très bien que euh, une explication scientifique va relever de l'élucidation d'un fait pour savoir s'il est vrai ou faux. Une histoire, un récit, une expérience, en fait, elle n'est jamais vraie ou fausse. C'est pas ça l'intérêt d'une expérience, de pouvoir en tirer un sens. D'accord? C'est dans le fait, dans la mise en récit d'une expérience qui est cherchée, c'est la possibilité de déployer, de développer un sens. Et déjà, la prise en compte pour le soignant de cette notion-là, eh bien, elle est essentielle. Ce que, d'autre part, l'interprétation va pouvoir aussi favoriser, c'est la possibilité, en fait, de prendre en compte, non seulement dans le cadre donc d'un récit et d'une histoire donc, que va proposer le patient, c'est la possibilité de voir que, de prendre en compte donc le contexte, un contexte qui sera social, qui sera économique, qui sera géographique, mais aussi les différents en fait, niveaux de l'expérience. C'est-à-dire que dans le récit, en mobilisant la narrativité, on préserve la complexité en fait de l'expérience.
C'est ça qui est essentiel et qui va dans le sens en fait de prendre en compte en fait la multiplicité des déterminants sociaux de santé à travers l'expérience que va dire en fait dont va rendre compte plus exactement le patient. Euh, Si on développe une acuité, une meilleure connaissance de ce qu'est le récit de façon à pouvoir non seulement accueillir le récit de l'autre, donc du patient, mais aussi à redéployer par une mise en récit pour le soignant, l'expérience, on va vers une relation de soins enrichie en quelque sorte. Puisque l'histoire va trouver en fait dans le récit la possibilité de se déployer. Merci Isabelle, je vois qu'il y a de nombreuses questions qui s'accumulent, et même si de mon côté j'en aurai encore plusieurs autres, je vais donner la parole à nos auditeurs. Alors voilà, il y a par exemple une question Nicolas Homais qui nous demande quel intérêt y aurait-il à organiser la répétition des ateliers narratifs pour les participants, pour j'imagine les soignants, le faire plusieurs fois versus le faire une fois pour toutes, en Ah non, non, formation non. initiale des soignants. Alors, voilà, comme tout, en fait, la médecine narrative, c'est une approche donc, qui s'inscrit dans le cadre des humanités en santé et qui pourrait être un peu, pour certains aspects, être rapprochée de la phénoménologie, qui est une branche de la philosophie. Pourquoi est-ce qu'on pourrait rapprocher ces deux approches? Parce que les deux s'appuient essentiellement sur des pratiques. D'accord? Et la médecine narrative, en fait, relève de pratiques qui vont permettre de transformer, en fait, le regard des soignants sur la relation de soins. Ce sont des pratiques transformatives. Donc, si on envisage la transformation. Alors, j'aime pas parler de comportement, je préfère parler de transformation de regard porté sur la relation de soins et transformation d'attitude. Hein, on parlera peut-être d'éthos. Mais si on envisage donc ces pratiques comme la possibilité de mettre en place un processus de transformation, nécessairement, il faut s'inscrire dans la durée et dans le temps. Donc, une séance ne suffit pas. L'enjeu, c'est vraiment de mettre en place ce processus de transformation. Bien, on nous demande, alors il y a beaucoup de questions, donc voilà, je vous invite à nous faire les réponses les plus claires et Ouais, pardon. synthétiques Ouais. possibles. Merci Isabelle, je sais que c'est pas facile. On nous demande, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on se pose, est-ce que vous avez pu, à l'occasion de la réalisation de ces ateliers, faire une évaluation des résultats que cela a apporté par rapport toutes les conséquences attendues de ce type Mm. d'atelier de médecine narrative. Voilà, est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus? Alors, de façon assez systématique, on met en place des questionnaires ante et post. Hein. Ok. Là, on rentre dans le cadre de l'année 2025 sur une étude vraiment approfondie sur le pôle de pédiatrie du CHU de Bordeaux et on est accompagné à la fois par l'école de santé publique de l'Université de Bordeaux et par le département enfin, de recherche clinique aussi du CHU. Donc là, on va avoir sur une année un travail de recherche qui va être mené, qui va être très, voilà, très fin. Donc, oui, la recherche, elle est mise en place. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on peut évaluer un mieux-être chez les personnels soignants. On peut évaluer aussi une amélioration de la santé psychique. On peut aussi évaluer, enfin, ce qui a été évalué hein, dans le cadre des différents programmes qui ont été menés plutôt à l'étranger qu'en France. Mais c'est une amélioration du fonctionnement des équipes, meilleure communication en fait, inter et intra-équipe, et puis une amélioration de la relation de soins. Donc, relation patient-soignant. Ouais. Est-ce que ça va jusqu'à la mesure de la diminution du risque de burn-out, nous demande Laura. Ah bah oui, 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 ça a été, ouais, ouais, ça a été évalué évidemment. Oui. Alors, je pense qu'on prendra hors session là le temps peut-être de se faire peut-être une petite revue bibliographique parce qu'il y a beaucoup de questions qui Bien portent sûr. sur
la Des études, disponibilité d'études, de bien choses qui sûr. auraient été documentées. Je sais qu'il y avait des articles. On a vu d'ailleurs dans votre Oui, présentation qu'il oui, y a des oui, je vous articles fais qui passer sont. une biblio, bien sûr. Ouais. Ouais, ce serait intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, une question. Pouvez-vous remettre le tout dernier slide? Alors, ça doit être le suivant par rapport à celui sur lequel on Ouais. est. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi? Comment les études ont montré un changement d'un degré d'empathie, par exemple, chez les soignants, et plus Al- généralement sur la qualité de la relation de soins. Alors ça, c'est une question très intéressante. Le premier, justement, le premier article que j'évoquais de 2001, où on a la première occurrence du terme de médecine narrative, en fait, Rita Sharon pointait le fait que la médecine narrative permettait une amélioration de l'empathie. Depuis, le terme a plus ou moins disparu de ces travaux parce que en fait, la question de l'empathie, c'est pas, en fait, ce que proposent ces pratiques-là, les pratiques de médecine narrative, c'est la possibilité de développer un travail de l'imagination et la possibilité, en fait, de s'approcher de l'expérience de l'autre, d'être, Henry James dit, dans les parages de l'autre, dans les parages de l'expérience de l'autre. C'est encore différent. Moi, je crois que la notion d'empathie, pour moi, elle est un peu, et c'est pas que pour moi, hein, pour d'autres aussi, elle est un peu minée. L'enjeu, c'est ici de travailler des capacités d'imagination pour qu'un soignant en face d'un patient puisse, à l'aune de l'écoute de son récit, eh bien, soit capable de s'approcher par l'imagination, par ce travail de l'imagination, et qui est un travail qui a été vu et enfin, étudié en philosophie, mais dans d'autres domaines, eh bien, par ce travail de l'imagination, puisse mieux comprendre en fait ce qu'est en train de vivre le patient en face de lui. Hein. Donc, euh, en fait, la garantie que propose le travail de l'imagination, c'est de rester à distance. Hannah Arendt dit que c'est comme une focale qu'on réduit ou qu'on élargit pour s'approcher ou se mettre à distance de l'autre. C'est-à-dire que ça permet aux soignants non seulement de mieux comprendre l'expérience du patient, mais aussi, en fait, de ne pas se laisser happer par le phénomène de la sympathie. Voilà. Donc, travailler davantage, plutôt utiliser le terme d'imagination que d'empathie. Même si j'entends bien ce qui se passe dans l'empathie. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Encore une question, c'était est-ce que, alors, on nous parle de littérature issue des réseaux sociaux aussi, en gros, est-ce qu'il y a une place pour ce qui est écrit sur les réseaux sociaux comme substrat à cette imagination dont vous parliez, ou est-ce que, en fait, il y a beaucoup de questions qui portent sur les textes, leur choix. Mm. Euh, Est-ce que vous pouvez donner des exemples en fait de textes qui sont travaillés en Ouais. atelier Bien sûr. Alors, on peut ou de travailler films? de films, ouais. Alors, par exemple, très bel exemple pour les déterminants sociaux de santé, c'est La permanence d'Alice Diop, par exemple. Donc, film documentaire, mais qui est un film de cinéma. Par exemple, BD, l'adaptation du Cœur des femmes de Martin Winkler. Très bonne adaptation aussi, à partir de laquelle on travaille très bien. Un roman, bah, un des classiques en médecine narrative, c'est Réparer les vivants de Maïlis de Kerangal. Comment est-ce que on n'intègre pas, pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'annonce, un travail sur Réparer les vivants de Maïlis de Kerangal, par exemple. Et après, ben, il y a une multitude de récits de soi qu'on peut utiliser comme enfin, qui sont les textes d'Hervé Guibert, mais aussi de Claire Marin que j'ai cité précédemment. Voilà, puis de la poésie. On a travaillé par exemple dans le cadre d'un atelier de médecine narrative à partir de la poésie d'Emily Dickinson, qui est pourtant une poète qui est pas facile d'accès. Et je peux vous dire qu'on a eu un travail qui a été fait, qui a été magnifique. Voilà. Donc, ne jamais présumer de la difficulté de la compréhension des participants parce que ça, on est toujours surpris
Voilà, parce que dès qu'on accepte de se mettre sur le registre du plaisir, de l'écoute du texte et du travail de l'écriture, mais aussi de la sensibilité de l'autre, ben, on avance très bien. Je peux vous dire, les résultats sont fabuleux. D'accord. Alors, on a quand même dans les exemples là des références, alors pour celles que moi je connais, qui portent sur des œuvres littéraires où on réparait les vivants au cœur des femmes, qui parlent clairement en fait des enjeux de santé. Donc, Mhm. Ouais. il y a euh, par rapport à la question de l'imagination, qui est une des Mhm. clés dont vous nous parlez, ça peut être aussi à partir de textes pour lesquels l'analogie est peut-être plus immédiate que pour la poésie Absolument. d'Emily Dickinson. Absolument, absolument. Et j'aurais même envie de vous dire que pour faciliter la compréhension de ce qu'on apporte avec la médecine narrative auprès des soignants, eh bien, on va d'abord commencer avec des textes et des supports qui vont relever, qui vont avoir un lien avec la santé ou le soin. Ouais. Oui, d'accord. C'était une des questions d'ailleurs Mm. que certains posaient. Comment vous choisissez les textes? Est-ce qu'il y a des textes qui, pour X raisons, pourraient ne pas être adaptés à la pratique d'ateliers de médecine narrative? Parce qu'ils nous emmènent dans des directions qui vont au contraire euh, pas faciliter l'imagination ou j'en sais rien. Voilà. Est-ce que vous faites des conférences où vous dites, bah, tiens, cette œuvre littéraire, oui, et puis celle-ci, non? Est-ce qu'il y a des raisons, des critères qui vous aident à les choisir? Euh, J'aurais envie de vous dire que la complexité du texte va favoriser une richesse d'interprétation. Donc, on Hmm. va, on va éviter, c'est aussi la raison pour laquelle on ne va pas vers des témoignages, en fait, des témoignages bruts. Parce que une des questions qu'on nous pose aussi, c'est pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas à partir de témoignages de patients? Ben parce que justement, un écrivain qui a peut-être fait l'expérience de la maladie a aussi comme expérience professionnelle de savoir travailler avec une langue particulière qui est celle de la littérature. Ok, d'accord. Bon, bah, on arrive gentiment à la fin de cette première séquence, hein. Un grand merci à Isabelle, hein, À vous. pour cette partie et puis pour les réponses, parce que ça a suscité, vous l'avez vu, beaucoup d'intérêt, beaucoup Mm. de questions. On a choisi en fait de mettre ce sujet à l'ordre du jour parce que on, on est très intéressé à l'IFEP par tout ce qui est à l'intersection de l'expérience de la santé avec les sciences humaines. Et là, on a bien vu que la littérature, les sciences humaines peuvent être mobilisées et que cela pouvait apporter quelque chose aux soignants. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de creuser davantage et une heure n'y a évidemment pas suffi. Donc on va essayer de continuer d'encourager ceux qui nous suivent à se documenter et on partagera les ressources que vous voudrez bien mettre à notre Mm. disposition. Mm. Mais en tout cas, un grand merci pour cette première partie du webinaire. On va donner rendez-vous à nos participants pour une prochaine séquence qui aura lieu au mois de janvier, le 21 janvier, et au cours de laquelle on parlera de la mobilisation de récits à nouveau, d'histoires courtes qui sont mises à la disposition des patients et de leurs proches dans les établissements. Donc on reste dans une certaine mesure sur le Ouais. thème de la littérature, même si c'est une littérature, on va dire, adaptée. Donc ça, ce sera l'objet de notre prochain webinaire au mois de janvier. On réitère aussi notre intérêt pour des suggestions de la part des participants sur les thèmes que vous voudriez voir traités dans nos prochains webinaires. Et puis, comme c'est de coutume, on va essayer de tenir l'horaire pour cette première partie et on va se retrouver sur un second lien, cette fois réservé à nos membres. Et je pense qu'ils auront envie aussi d'approfondir quelques-unes des questions qui ont été posées dans cette première séquence. Donc, merci à vous de nous rejoindre sur ce deuxième lien.
Pour les autres, ben, on vous donne rendez-vous le 21 janvier. On vous souhaite, si on n'a pas l'occasion de vous retrouver, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on vous dit donc à très bientôt. Et pour les membres, eh ben, vous pouvez nous suivre sur le lien habituel. Pour ceux qui ne le sont pas, il vous reste une opportunité de l'être pour la prochaine fois. Donc, devenez adhérent de l'IFEP. Ça vous encouragera à nous suivre de bout en bout et de profiter de nos invités dans tout le temps qu'ils ont à nous consacrer. Merci à tous et puis Merci à beaucoup. très bientôt. Rendez-vous Merci. pour les membres sur le second lien. Merci beaucoup.